j'ai le plaisir, l'honneur pour une fois de vous avoir en face de moi, Bradley Bowman. Vous êtes le directeur du Think Tank Foundation for Defense of Democracies. Merci de répondre à notre question. Vous êtes en ce moment dans la région pour des raisons de sécurité. On ne va pas dire quel pays vous avez visité avant de venir en Israël. Première question, est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'accélération des menaces iraniennes concrètes de plus en plus contre Israël et contre les pays de la région ? Oui, tout à fait. Et je suis heureux de vous dire que je viens de passer plusieurs jours en Arabie Saoudite où j'ai eu des entretiens de haut rang avant de venir ici. La raison de cette visite est que quelques collègues et moi-même venons de sortir, il y a une semaine, un important rapport sur les relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Et nous essayons de voir quel pourrait être le profil d'un nouvel accord de partenariat stratégique entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite qui répondrait aux intérêts fondamentaux des deux pays. Je veux dire que la première raison pour laquelle l'Arabie Saoudite, à dire vrai, était intéressée à prendre part à cet accord récemment négocié par Pékin avec l'Iran est qu'elle cherchait une sorte de détente avec l'Iran. Détente qui mettrait fin aux attaques des Houthis contre le royaume afin de contribuer à la réalisation de l'objectif clé du prince héritier, Arabie Saoudite 2030. La question est de savoir si en cas de détente entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, cela ne va pas tout simplement débloquer des ressources iraniennes supplémentaires leur permettant de déchaîner toute sa colère sur Israël. La vraie question, c'est de savoir est-ce que c'est l'administration Biden qui a poussé l'Arabie Saoudite dans les bras de l'Iran ou c'est l'Iran qui est trop rusé et qui a usé de sa politique de la ruse pour justement convaincre l'Arabie Saoudite de se rapprocher ? Je crois savoir que l'Iran et l'Arabie Saoudite négocient depuis environ 2 ans en coulisses et que cette dernière initiative a pris naissance en Iran. Très probablement parce que l'Iran était soumis à d'intenses pressions, tant au niveau national qu'international, et que l'Iran s'est adressé à Pékin et lui a demandé de voir ce qu'il en était avec Riyad. Et donc Riyad a répondu par l'affirmative. Parce que dans le passé, lorsque l'Iran a fait ce qu'il fait depuis plus de 4 décennies et a mené ses attaques terroristes asymétriques et des efforts pour déstabiliser ses voisins, l'Arabie Saoudite n'avait pas vraiment sur qui compter. Parce que les États-Unis n'ont pas beaucoup d'influence à Téhéran, bien sûr, mais la Chine, elle, en a. Du point de vue de l'Arabie Saoudite, l'interlocuteur est resté le même. Comme par exemple après l'attaque majeure sur Riyad par des drones en provenance du Yémen. Cet interlocuteur se trouvait à Pékin. Les Saoudiens espèrent que Pékin utilisera son influence diplomatique et économique sur Téhéran pour leur signifier que ça suffit. Je ne pense pas que quiconque à Riyad soit naïf, mais ils se disent « qu'avons-nous à perdre ?» Dans le pire des cas, nous reviendrons au statu quo. Mais s'il y a 5% de chances de réussite, alors il faut foncer. Oui, mais la vraie question, Bradley Bowman, c'est comment l'Arabie Saoudite parle avec le Hezbollah et en même temps, Jack Sullivan des États-Unis dit il faut rapprocher Israël de l'Arabie Saoudite. Ça ne colle pas. C'est une façon de voir les choses. Une autre façon serait de dire que ce récent accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran donne à Riyad une certaine marge de manœuvre pour établir la paix avec Israël. Il y a donc différentes façons de voir les choses et vous savez, je ne mets pas nécessairement une étiquette sur les réunions que j'ai eues. Je pense que tout le monde comprend que la paix entre les Israéliens et les Palestiniens serait une bonne chose pour la région, pour Israël et pour les États-Unis. Mais nous ne pouvons pas nous permettre que tout le reste demeure, à cause de cela, au point mort. Mentionnons les accords d'Abraham et le point de vue du Premier ministre Netanyahou, selon lequel nous devons adopter une approche extérieure-intérieure. L'Arabie Saoudite est consciente de son importance dans le monde arabe, dans le monde musulman, et elle ne va pas faire la paix avec Israël sans contrepartie. Il y aura des attentes, bien sûr, comme dans toute relation humaine, mais je suis reparti d'Arabie Saoudite plus optimiste quant aux chances de paix israélo-saoudienne. Votre domaine d'expertise, Bradley Bowman, c'est les marchés d'armes et les exportations d'armes, et y compris les armes illégales. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit être plus inquiet du programme balistique de l'Iran que de son programme nucléaire, sachant que la plupart des armes iraniennes, que ce soit des drones, des missiles ou des batteries antimissiles, se retrouvent entre les mains de tous les acteurs de la région? Tout à fait. Vous savez, de toute évidence, le programme nucléaire iranien est la principale préoccupation des États-Unis et d'Israël. Nous ne pouvons pas tolérer que le principal État commanditaire du terrorisme dispose de l'arme la plus dangereuse du monde. Il pourrait l'utiliser, et vous savez, il y a de quoi être inquiet si l'on se fie à l'idéologie de ce pays. Même s'il ne l'utilisait pas, on pourrait s'attendre à ce qu'il soutienne le terrorisme de manière beaucoup plus agressive. Parce qu'il pourrait brandir la menace du nucléaire, ce serait donc inacceptable. La prolifération des armes conventionnelles par l'Iran est une préoccupation majeure, y compris pour Israël, c'est vrai.
Si vous regardez la façon dont l'Iran a contribué à armer le Hezbollah, vous constaterez qu'il possède environ 130 000, 150 000 roquettes et missiles, dont un nombre croissant sont des missiles de précision. Vous savez, Israël n'a jamais été confronté à une telle quantité de roquettes et de missiles au cours des dernières années. La guerre de 2021 avec le Hamas, le conflit de 2022 avec le djihad islamique palestinien, tout cela n'était rien comparé à ce qu'Israël pourrait avoir à affronter dans une guerre avec le Hezbollah, étant donné que ce dernier dispose d'un arsenal beaucoup plus important. Et on ne peut pas dire que la problématique des missiles du Hezbollah soit déconnectée de celle de l'Iran, n'est-ce pas? Parce que si Israël, en tant que nation souveraine, fait ce qu'il faut pour empêcher l'Iran d'avoir une arme nucléaire, il faut penser à ce que ferait le Hezbollah. Et bien sûr, c'est exactement à cela que la République islamique d'Iran veut que les États-Unis et Israël songent. Toutes ces questions sont donc liées. Et une dernière chose, bien sûr, l'Iran teste beaucoup ses armes en Ukraine. C'est vrai, nous savons que les drones Shahed 136 et 131 sont fournis par l'Iran à la Russie pour tuer des Ukrainiens, des hommes, des femmes et des enfants chez eux. Et l'Iran tire les leçons de ces affrontements. Et nous pouvons malheureusement nous attendre à ce que l'Iran utilise ses connaissances pour orienter ses attaques contre les forces américaines en Irak et en Syrie. Peut-être contre l'Arabie Saoudite et malheureusement aussi contre Israël. C'est exactement ma dernière question, Bradley Bowman, parce que vous étiez en Arabie Saoudite, donc on peut le dire. L'Iran qui a aussi testé ses missiles via les rebelles Houthis contre Armaco, par exemple, une station d'essence, un champ gazier saoudien. Donc concrètement, on rentre dans une année présidentielle aux États-Unis. Que peuvent faire les États-Unis au-delà des mots? Je parle d'actes concrets pour arrêter l'hégémonie militaire et nucléaire iranienne. Non. Vous savez, l'un des principaux points de notre rapport était que les États-Unis pourraient ne pas être en mesure de s'engager, en termes de sécurité, à appliquer l'article 5 vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Et j'entends par là un engagement de type OTAN, à savoir que toute agression à votre encontre est considérée comme une agression à notre encontre. Je pense qu'il y a des choses très précises que Washington pourrait offrir à Riyad qui contribueraient à établir une architecture sécuritaire plus consolidée, plus compétente et plus unifiée. Ce qui serait une bonne chose pour Israël, pour l'Arabie Saoudite et pour les États-Unis. Un exemple que nous avons abordé dans notre rapport est la désignation par les États-Unis de l'Arabie Saoudite comme étant un partenaire majeur en matière de défense. Comme certains de vos téléspectateurs le savent peut-être, nous n'avons fait cela qu'avec un seul pays au monde. L'administration Obama a désigné l'Inde comme telle. L'administration Biden pourrait donc agir de son propre chef sans que le Congrès n'ait besoin de l'approuver au préalable. Ce soutien pourrait être fourni ultérieurement pour en assurer la réalisation et la mise en œuvre. C'est l'une des idées que j'ai présentées à Riyad et c'est une possibilité concrète. Nous verrons donc ce qui se passera. Il existe également de réelles possibilités en matière de vente d'armes, à savoir la fourniture plus rapide et plus stable d'armes américaines à l'Arabie Saoudite, ce qui nous permettrait de nous rapprocher d'une architecture sécuritaire arabe, américaine et, nous l'espérons, israélienne, axée sur des éléments tels que la défense aérienne et antimissile, les mesures d'interdiction et de sécurité maritime et la lutte antiterroriste. Un véritable cauchemar pour la République islamique d'Iran, n'est-ce pas? Parce qu'ils veulent nous maintenir aussi désunis et aussi faibles que possible. Et c'est en fait pour cela qu'ils se servent des groupes terroristes palestiniens, vous voyez. Les groupes terroristes perpétuent des attentats. Israël doit riposter. Et lorsqu'Israël riposte, ils s'en servent pour maintenir la division entre Israël et ses voisins arabes. Je pense qu'il est grand temps pour nous de reconnaître la stratégie de la République islamique d'Iran et d'y mettre un terme, en veillant autant que possible à la paix et à l'intégration dans la région. Merci beaucoup, Bradley Bowman, d'avoir répondu à mes questions.